Je m'appelle Alix, j'ai 40 ans et je n'aime pas la vie. Voilà. Vous savez tout sur moi parce que tout le reste découle de ces 3 phrases. D'ailleurs, je me demande souvent pourquoi la première question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un n'est pas « Et toi, de quel côté ta pièce est-elle tombée ?» Fais-tu partie de ceux qui, même face aux circonstances les plus adverses, continueront d'affirmer que l'essentiel, c'est d'être en vie? Ou bien de ceux qui, même en ayant tout pour être heureux ou heureuse, attendent avec impatience le clap de fin? Car je suis sûre de ne pas être un cas isolé. Il y a même sans doute parmi vous plusieurs personnes qui doivent chaque matin déployer des trésors d'énergie pour accomplir les actions les plus banales et qui préféreraient ne pas être nés. Mais combien d'entre vous osent le dire? Il me semble que dans un pays qui célèbre les culottés, les sans filtre, les grandes gueules, on touche là à un des derniers tabous. Il faut aimer la vie. L'adhésion à cette proposition est même tellement présupposée qu'on ne vous demande pas votre avis avant de s'exclamer devant vous « Il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner la vie ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour moi, ces affirmations reflètent des opinions personnelles que je respecte, tout en ayant un peu de mal à les comprendre. Mais voilà, la vie ne nous demande pas notre avis. Tu l'aimes ou tu la quittes. Personnellement, j'ai longtemps tergiversé sur les moyens de la quitter. J'avais du mal à endosser la responsabilité de cette décision. Et puis, pour reprendre la métaphore de l'idéologie dominante, ça ne se fait pas de rendre un cadeau. Donc, il ne me restait plus que l'autre branche de l'alternative. Alors, arrivé à ce stade de mon intervention, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que je n'ai pas de recette miracle pour apprendre à aimer la vie. La bonne, c'est que la psychiatrie moderne fait ça extrêmement bien, à condition d'arriver jusqu'à elle. À l'adolescence, j'étais mal dans ma peau, je traversais des épisodes dépressifs, sauf que je ne savais pas encore ce que c'était, et puis je me trouvais grosse, comme toutes les filles de mon âge. Je me souviens très bien du matin où je me suis dit « Voilà une chose que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler le cours de ma vie, je ne peux pas forcer les autres à m'apprécier, mais je peux contrôler mon poids. » C'est devenu mon grand projet. L'obsession de la privation a rempli ma vie. L'anorexie, c'est une drogue dure. Sous l'effet de la privation de nourriture, votre cerveau se met en mode survie et vous avez des sortes de shoots d'adrénaline, c'est totalement addictif. Une fois que vous rentrez dans ce cercle infernal, aucun aliment n'est aussi bon que la sensation d'être maigre. Ce n'est pas de moi, c'est du Kate Moss. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais simplement un problème avec la nourriture. D'ailleurs, le premier médecin que j'ai consulté pensait la même chose. Il m'a demandé « Vous fumez ?» « Non. »« Oh, c'est dommage, vous auriez pu prendre une cigarette plutôt que de vous faire vomir. » J'ai aussi consulté des nutritionnistes qui m'ont fait noter dans des carnets ce que je mangeais et ce que je ne mangeais pas. En vain. Il m'a fallu du temps pour comprendre que mon problème, ce n'était pas de manger trop ou pas assez. C'était la vie que je vomissais. Au bout de 7 ans, je suis allée voir une psychiatre qui m'a mise sous traitement d'antidépresseurs. Et petit à petit, j'ai pu mettre de la distance avec mon addiction et reprendre confiance en moi. Au début, chaque fois que je me sentais mieux, j'arrêtais le traitement.
Je voulais tenir debout sans béquille. Et puis je replongeais. Un jour où je revenais, la tête basse, après une énième interruption brutale, mon médecin m'a dit « Vous savez, vous n'aurez pas de médaille pour arrêter. » Alors, j'en ai pris mon parti. Une autre chose qui m'a aidée à sortir de l'anorexie et de la boulimie, c'est d'apprendre à me servir de mon corps. Pendant mes études, j'ai commencé à monter les chevaux de course à Chantilly et j'ai adoré ça. Tout à coup, mon corps n'était plus ce truc encombrant que je m'efforçais de réduire jusqu'à sa plus simple expression, mais un outil qui pouvait me donner accès à des sensations magiques. Pour pouvoir ressentir l'ivresse de la vitesse sur un pur sang au galop, il fallait que je sois forte, il fallait que je sois en forme. Donc, il fallait que je nourrisse mon corps, parce que j'en avais besoin pour accéder à ces sensations qui me faisaient tellement de bien. Pendant 11 ans, tous les matins, j'ai pris ce même traitement d'antidépresseur. Mais tous les 2 ans à peu près, mon médecin devait augmenter la posologie pour que le médicament continue à faire effet. Jusqu'au jour où j'ai senti que toutes les barrières que j'avais dressées depuis tout ce temps entre le suicide et moi étaient en train de céder. J'ai demandé à être hospitalisée et on m'a dit que j'étais atteinte de mélancolie. La mélancolie, en psychiatrie, ça n'a rien de romantique. C'est la mélancolia des philosophes grecs, étymologiquement la bile noire. Tellement noire qu'il n'y a plus d'espoir. On m'a fait essayer toute une batterie d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de régulateurs de l'humeur, sous des combinaisons diverses et des dosages variés. Et un matin, en me réveillant, j'ai eu la sensation qu'on avait arrêté de m'enfoncer la tête sous l'eau. En sortant de l'hôpital, j'avais les cheveux blancs et conscience d'avoir eu beaucoup de chance. Une subtile combinaison de molécules avait réussi à réparer les dysfonctionnements de mon cerveau. Mais j'avais aussi côtoyé beaucoup de patients qui attendaient depuis des semaines que quelque chose vienne soulager leurs angoisses, leurs idées noires. J'avais appris que la mélancolie est souvent fatale et que 30% des dépressions ne trouvent pas de réponse thérapeutique. En rentrant à la maison, je me suis aussi rendu compte, à travers les réactions de mes proches, que la maladie mentale continue de faire peur. Est-ce que ces réactions étaient provoquées par la peur d'être contaminé par la maladie ou la honte d'être proche d'une personne atteinte d'une maladie mentale? Sans doute un peu des deux. Et pourtant, j'ai eu envie de parler de ce qui m'était arrivé. Je sentais confusément que je ne pouvais pas être seule dans mon cas et que mon expérience pouvait peut-être servir à d'autres. Donc, je me suis mise à en parler assez librement, malgré les réactions horrifiées de mes proches qui me disaient « Mais alors, tu leur as dit que tu étais dingo ?» À force de m'intéresser à ces questions, je suis tombée un jour sur une annonce, une offre d'emploi un peu particulière. Il y avait 2 critères pour postuler, être Bac+2 et avoir fait un séjour en hôpital psychiatrique. Je me suis dit, pour une fois, je coche toutes les cases. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes atteintes de troubles psychiques en m'appuyant sur ma propre expérience de malade rétabli. On dit rétabli et pas guéri, parce que c'est un processus permanent, comme un funambule dont l'équilibre est perpétuellement instable. Concrètement, ça veut dire que je suis toujours sous traitement, que je le serai toute ma vie, et que je continue d'être suivie par des thérapeutes, notamment pour veiller à ce que rendre service, prendre soin des autres, ne me porte pas préjudice. Mais ça ne m'empêche pas d'être reconnue pour ce que je suis et ce que je fais. Je peux être à la fois soignée et soignante. Sur ma blouse, il est écrit « Médiatrice PAIRE », P-A-I-R-E. Donc c'est officiel, tout le monde sait que je suis dingo.
Et c'est exactement pour ça qu'on fait appel à moi. Je trouve que c'est un beau message de vivre ensemble. Je me suis aussi formée à un autre type de médiation qui fait appel à mon compagnon de toujours, le cheval. La médiation équine, ça consiste pour le patient à projeter sur le cheval sa vision de ses troubles. C'est une thérapie très puissante, notamment pour les gens qui ont du mal à mettre des mots sur leur souffrance. Pour vous donner un exemple, je voudrais vous parler d'une jeune femme que j'ai reçue lors d'une de mes toutes premières séances. Cette jeune femme choisit un cheval parfaitement calme, le conduit dans l'espace réservé aux séances. Aussitôt, le cheval se met à galoper à droite, à gauche, à hennir comme un perdu. Elle me dit « Il n'est pas bien ici, je vais le conduire ailleurs ». La scène se reproduit dans un deuxième espace. Je vois l'anxiété croître sur le visage de la patiente au fur et à mesure qu'elle déplace le cheval, qui ne se calme pas. Et puis tout à coup, le cheval pointe ses oreilles dans une direction. La patiente l'y conduit, trouve un autre cheval. Immédiatement, le sien s'apaise et se met à manger de l'herbe. Il y a plusieurs façons de considérer ce qui s'est... Elle m'a ensuite raconté. Je suis bipolaire et bisexuelle. Donc, le fait de ne pas me sentir à ma place, d'être tiraillée, c'est l'histoire de ma vie. Et le cheval vient de me montrer que le seul moyen de trouver la paix, c'est de me réconcilier avec cette autre part de moi-même que j'ai reléguée hors de ma vie. Il y a plusieurs façons de considérer ce qui s'est passé pour cette jeune femme. Certains diront que le cheval est entré en empathie avec elle au point de jouer consciemment la scène qu'elle a vécue. D'autres diront que c'est en observant le cheval à travers le prisme de ses troubles qu'elle a construit le récit dont elle avait besoin. En fait, peu m'importe. Dans les deux cas, le cheval a servi de support à un récit qui a permis à la patiente de donner un sens à ce qu'elle vit. Et entrevoir le sens de ses troubles, c'est le début du rétablissement. À ce propos, je dois vous remercier. Être devant vous ce soir m'a permis de structurer mon propre récit et de l'exprimer. Savez-vous que le sens premier du verbe « exprimer », c'est extraire d'un corps le liquide qu'il contient, d'où expression. En m'exprimant devant vous ce soir, j'ai extrait de mon corps la bile noire, la mélancolie. Soyez-en remerciés.